L'histoire narrée ci-dessous est l'un de ces drames absolus qui restent durablement gravés dans nos esprits. D'abord parce qu'il a touché des enfants. Ensuite parce qu'il est le résultat d'une cascade d'inattention, de fautes, de négligence qui, cumulées, produisent invariablement un drame, une catastrophe. Et pour être complet, contextualisons le tout. C'était l'époque de l'insouciance sur la route. On dénombrait 12 000 morts par an sur les routes de France. On se réjouissait timidement en se disant qu'on avait fait bien plus avant, en 1972, où 16 372 personnes étaient décédées, d'où l'opération Mazamet, ville morte, l'année suivante. Nous sommes à Beaune, en Côte d'Or. C'est une adorable petite ville, choc et bon genre, typique de cette province encore trop méconnue. Sauf pour ses somptueuses caves à vin, recelant des cuvées séculaires aux noms prestigieux que les hospices de la ville vendent à prix d'or une fois par an. Tout autour de Beaune, de petits villages sont accrochés partout à flanc de coteaux. Là où l'autoroute draine son sillon qui vient des froids plateaux du Nord et se dirige vers la prometteuse vallée du Rhône. Quant à la date, c'est celle de la nuit du samedi 31 juillet au dimanche 1er août 1982. Sur l'autoroute A6, qui va de Paris à Lyon, la circulation est dense car c'est le grand chassé-croisé des vacanciers. Surtout que ce chassé-croisé dense tombe cette année sur un week-end. Les juilletistes bronzés rentrent, les aoûtiens piaffent déjà d'impatience de rejoindre la mer et le sud. Il est déjà 1h45 passées, cette nuit-là. Quelques kilomètres après Beaune, c'est déjà la petite commune bourguignonne de Mercœur et de grand air de repos, bien aménagée, où des centaines de caravanes et déjà quelques camping-cars croisent des poids lourds venus de toute l'Europe. Dans le sens descendant, nord-sud donc, c'est l'aire de Beaune-Tailly. En face, dans la remontée, c'est Beaune-Mercœur. Un autocar de tourisme parti la veille au soir, vers 20h de Crépy en Valois, dans le département de l'Oise. 65 km au nord de Paris, circule en convoi avec un autre autocar. Ils circulent tous deux à une vitesse peut-être un peu élevée, dans le flot de circulation de la nuit. Tous deux ont à leur bord des enfants, une petite centaine précisément, âgés de 5 à 14 ans, partant en colonie de vacances, à Ossois, en Savoie, avec leur moniteur. Ce séjour est organisé par la Caisse d'allocation familiale, la CAF, de l'Oise, pour les enfants souvent issus de familles nombreuses ou socialement défavorisées de cette ville de 15 000 habitants au sud de l'Oise. Il est inutile de préciser là que les enfants sont heureux. À cette heure avancée de la nuit, fatigués de la journée de préparatifs intenses, la plupart somnolent paisiblement. Alors qu'à hauteur de Beaune, l'autoroute A6, filant toujours plein sud, a rencontré, à la croix de Vignoble, le début sur une section allant provisoirement jusqu'à Dijon, plus au nord, de la future autoroute A31, appelée aussi Lorraine-Bourgogne, loin d'être encore entièrement achevée maintenant et qui viendra de l'est de la France et du Benelux. La circulation qui se faisait, sur quelques kilomètres de long, sur 3 voies parallèles, se rétrécit soudain sur 2 voies. Notons ici, et c'est important de le savoir, pour bien comprendre le drame qui va se jouer dans quelques instants, que le concept d'autoroute à 3 voies de circulation, que nous connaissons et pratiquons aujourd'hui par habitude, n'est pas encore généralisé à cette époque où, pourtant, l'automobile est maîtresse sur tous les axes de circulation. Les zones à 3 voies ne servaient alors qu'à l'insertion des files de voitures venant d'un autre axe, à un échangeur ou à un important croisement autoroutier. Comme c'est le cas ici, au sud de Beaune, sur le territoire de la commune de Mercœur. Pour un observateur aguerri,
posté sur l'un des ponts surplombant l'autoroute A6. La vitesse trop élevée des véhicules, 120 à 130 km/h, même pour les cars, pensent certains, attirerait automatiquement son attention. De surcroît, une fine pluie d'été mouille la chaussée qui devient luisante. Ça complique forcément les ralentissements. Ils vont trop vite, ça ralentit devant, on klaxonne en s'énervant peut-être un peu vite et c'est le carambolage. Inévitable, fatal, hélas prévisible. Nous sommes là au point kilométrique 313. Notons que le point 0 est le commencement de l'autoroute, au débranché du périphérique parisien, sous la belle pancarte bleue autoroute A6. Car circulant trop vite sur la file de gauche, une Citroën GS qui voit la troisième voie disparaître sous les yeux du conducteur se rabat brutalement sur sa droite, sur la file du milieu donc, devant une Citroën 2 chevaux bien lancée elle aussi, et qui circule intercalée entre les deux autocars. L'autocar de tête doit ralentir sévèrement, lui-même gêné par un autocar allemand qui n'avance presque plus, ses feux stop allumés. Finalement, il ne peut l'éviter et le tamponne légèrement à l'arrière. C'est sans grande conséquence, du moins le croit-on à ce moment-là. La conséquence immédiate et inévitable est la collision de la Citroën 2 chevaux avec l'arrière de ce premier autocar. Le premier autocar pris dans ce carambolage a pris feu par l'arrière, là où se trouve le moteur. Il circulait sur la voie du milieu, celle qui deviendra dans quelques mètres la voie de gauche. Le chauffeur au volant a réussi à faire évacuer rapidement tous les passagers par la porte avant droite. Il assiste impuissant à l'embrasement progressif de son véhicule. Le deuxième car, à bord duquel se trouvent 59 enfants, 2 conducteurs et 2 accompagnateurs de colonies de vacances, freine trop brutalement. Une avarie de son système de freinage, décelée lors des expertises menées dans le cadre de l'enquête ultérieure, le fait se déporter assez sèchement sur la voie de gauche finissante, où il aboutit 2 véhicules, revient sur la voie centrale, projette violemment la Citroën 2 chevaux, circulant juste devant lui, sur le premier car, écrasant son réservoir d'essence, dont le carburant répandu sur le bitume s'enflamme, au contact d'étincelles, provenant du frottement des tôles embouties sur le bitume. Mais une seule étincelle aurait suffi de toute façon. 6 véhicules en tout, les 2 autocars et 4 véhicules de tourisme, prennent très rapidement feu dans ce carambolage qui bloque toute la largeur de la chaussée. Et parmi ces 6, il y aura des victimes, nombreuses hélas. En réalité, tout le monde a refusé de ralentir, et tout cela pour gagner 1 ou 2 places dans le long cortège automobile se hâtant vers le sud. Ceux qui roulent à gauche, sur la voie qui va être supprimée, forcent un peu le passage, comme la Citroën GS, au mépris de la signalisation. Les autres, comme la Citroën 2 chevaux, ne les laissent pas s'intercaler. Surtout pas, non mais. Ça y est, toute la circulation est bloquée, et un gros bouchon empêche d'avancer. On est bien à l'arrêt. On sort des voitures quand on le peut, car certains, hélas, sont déjà prisonniers des tôles froissées et des carrosseries embouties. Très vite, en 1 ou 2 minutes, diront certains témoins, 7 des 10 véhicules impliqués prennent feu. Mais pour le second autocar, qui le suivait de très près, s'immobilisant enfin après ses dérives à gauche et à droite, sur cette même voie du milieu, c'est bien plus grave. Il n'a pu éviter la collision avec le premier autocar dont l'arrière est déjà en feu. Il allait trop vite et n'avait pas vraiment de visibilité loin devant lui. Alors, fatalement, il le percute. Le réflexe de ce chauffeur est le même que celui de son collègue de devant. Ouvrir la porte avant gauche du car pour vite faire évacuer les enfants et les adultes qui se trouvent à bord. Mais, par comble de malchance,
Une voiture de tourisme qui circulait sur la voie de droite bloque totalement la sortie et empêche de manœuvrer la porte. Cette voiture est encastrée entre le car et la glissière de sécurité. Il ne reste donc que la porte arrière droite, dans une zone du car déjà partiellement envahie de fumée toxique et dense. 15 jeunes enfants, assis pour la plupart, dans cette zone arrière, et un moniteur sur les 5 arrive à se dégager du brasier qui, de minute en minute, augmente. Là encore, l'enquête déterminera que moins de 2 minutes se sont écoulées depuis la collision et l'immobilisation de l'ensemble des véhicules. Dans ce second autocar, 44 enfants, 2 moniteurs et les 2 conducteurs qui se relayaient restent coincés à jamais dans le brasier. Ils ne peuvent plus s'extraire du véhicule. D'ailleurs, tout l'intérieur du car est déjà en feu et d'épaisses volumes de fumée, une fumée âcre, opaque, dense, s'échappe des vitres brisées. 5 autres personnes, dont 2 enfants, toutes passagères des véhicules de tourisme, n'arrivent pas non plus à s'extraire de l'énorme amas de tôle enchevêtrée qui a pris feu et qui gît là sur les voies de circulation de l'autoroute A6. C'est malheureusement le cas de tous les occupants des 2 Citroën, la GS et la 2 chevaux. L'alerte est donnée simultanément depuis plusieurs bornes d'appel d'urgence de l'autoroute, celle de couleur orange qui jalonne l'autoroute de part et d'autre de la chaussée. Les informations sont parfois contradictoires, souvent même elles sont hachées, mal comprises aussi, car les appelants sont en panique et sont très choqués, mais tous confirment déjà la gravité des faits. Précisons qu'en 1982, les téléphones portables n'existent pas encore et il faut en passer par là pour demander du secours. Les gendarmes du peloton de gendarmerie d'autoroute, situés plus au sud, à Chalon-sur-Saône, sont ceux qui ont reçu les premiers appels sur les pupitres des bornes d'appel qui crépitent à tout va. Une première patrouille, rapidement suivie d'un second véhicule de gendarmerie, qui lui se trouvait déjà en surveillance sur l'axe autoroutier, se rendent aussitôt sur les lieux. Quand ils arriveront enfin sur place, gênés par la densité de la circulation et l'indescriptible pagaille, même dans le sens de la remontée, soit dans le sens sud-nord, c'est l'horreur absolue. Eux non plus ne peuvent rien faire, ou si peu devant l'ampleur du sinistre, si ce n'est tenter d'écarter les ballots pour permettre aux sapeurs-pompiers de travailler correctement. La chaîne hiérarchique a fonctionné vite et bien. Tous les personnels des unités d'autoroute implantés le long du ruban d'asphalte sont alertés et rappelés. Même les pilotes de quelques brigades rapides d'intervention de l'axe. C'est une noria d'estafette et de trafic Renault, du break Peugeot 504, de voitures de commandement grises et de Citroën CX GTI et autres Alpine Renault. Et exceptionnellement, car à cette époque-là, le domaine autoroutier n'est pas encore sous leur emprise. Les unités de gendarmerie territoriale du département de la Côte d'Or sont, elles aussi, mises à contribution, sous l'autorité d'un officier supérieur. Dans tout le département, des estafettes et des trafics Renault, des Renault TR4 aussi, quitteront avec hâte, gyrophares bleus en marche et sirènes de ton enclenchées, leur brigade, parfois assez lointaine, pour se rendre à Beaune. Car il faut tout de suite sécuriser les lieux, avec les moyens du bord, c'est-à-dire souvent pas grand-chose. Empêcher les opportuns, prêts à tout, d'accéder à la zone de l'accident, s'assurer de la vacuité de ce grand axe de circulation, notamment en faisant évacuer les véhicules bloqués sur des kilomètres maintenant, là-bas en amont, pour permettre l'arrivée puis, plus tard, le départ de noria d'ambulances, très souvent escortés par des motocyclistes de la gendarmerie. Il faut mettre en place également une déviation, depuis les échangeurs situés plus haut en amont et plus bas. Là-bas en aval, déviation qui durera plusieurs jours. En venant de Paris, on sort obligatoirement à Beaune-Centre, 6 km avant l'accident. Dans l'autre sens, on quitte l'autoroute à Chalon-Nord, au point kilométrique 329.
Tout le trafic, et il est important, est donc provisoirement reporté sur le réseau secondaire, essentiellement la route nationale 6. D'importants bouchons marqueront cette période dans la traversée de villages et de villes qui n'étaient plus habitués du tout. Car, pour les gendarmes, il y a urgence. Il faut absolument préserver les lieux de la catastrophe, empêcher les badauds et curieux de s'en approcher, commencer l'enquête judiciaire à la demande du parquet de Dijon, qui s'est transporté dès l'aube naissante sur les lieux en raison de la gravité exceptionnelle des faits. Il en est de même du préfet du département de la Côte d'Or, lui aussi arrivé très rapidement sur les lieux en fin de nuit. La Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, la SAP-RR, qui gère l'autoroute A6 de Paris jusqu'à l'entrée nord de la ville de Lyon, procède très vite à la fermeture complète de l'axe, dans les deux sens de circulation, comme dit ci-dessus. Mais cela prend quand même du temps, car il faut réunir les personnels de service et rappeler ceux d'astreinte. Finalement, on réveillera tout le monde, mettre en place ce balisage adéquat avec des dizaines de panneaux et de véhicules de signalisation sans provoquer de nouveaux accidents, organiser les sorties aux échangeurs situés en amont et en aval. Les sapeurs-pompiers, les premiers prévenus sont ceux du centre de secours principal de Beaune. Au vu des informations transmises par les gendarmes, car entre professionnels du métier, on se comprend vite. Tous les personnels disponibles décalent des différents centres de secours locaux pour se rendre sur les lieux du sinistre. Les habitants des villages se souviendront longtemps avoir été réveillés en pleine nuit par les sirènes lancinantes qui n'arrêtaient pas de sonner durant la nuit. Le sapeur-pompier permanencier de la caserne de Beaune avertit aussitôt l'état-major du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, basé à Dijon. Il est clair qu'à eux seuls, avec leurs seuls moyens, ils n'y arriveront pas. Ni une, ni deux, l'officier de permanence de nuit, qui a vite mesuré la gravité de la catastrophe et toute son ampleur, part en trombe pour se rendre sur les lieux. Mais malheureusement, tous les moyens déplacés seront largement surdimensionnés. Les nombreuses ambulances ne servent pas toutes, les équipes médicales non plus, car hormis éteindre l'incendie en le noyant, il n'y a, hélas, plus grand-chose à faire. Le SAMU de la Côte d'Or, encore tout jeune à l'époque, est sur place, mais est aussi impuissant que les sapeurs-pompiers. À part quelques blessures légères, quelques commotionnés et des impliqués choqués psychologiquement, il n'y a plus rien à faire pour toutes les autres victimes. Peu de corps seront à la fin identifiés. L'identification grâce à l'ADN n'existait pas à cette époque et la célèbre cellule d'identification des victimes de catastrophes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, l'IRCGN, à l'époque encore installée au fort de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, n'en est vraiment qu'à ses balbutiements. Certains enfants étaient frères et sœurs, cousins et cousines, scolarisés ensemble et fréquentant encore en juillet tous ensemble le centre aéré de la ville. La plupart des enfants sont originaires de Crépy-en-Valois, d'autres de petites communes périphériques telles que Chevréville, Baron, Duvy, Chilgour, Nanteuil-le-Haudouin ou Néry. Les passagers de la Citroën sont un couple originaire de Vitry-les-Reims, dans la Marne. Sans porter de jugement aucun, rappelons seulement l'imprudence du jeune conducteur tentant de se rabattre de force au dernier moment. Ils avaient 25 ans tout juste. La Citroën de chevaux était occupée par une mère âgée de 39 ans et ses deux garçons de 5 et 7 ans, venant des Yvelines pour aller rejoindre leur père à Avignon. Oh mon Dieu. Comme si l'horreur n'était déjà pas à son maximum, et comme s'il fallait encore compliquer les choses. On sait d'avance que les enfants n'ont pas de tatouage, ne portent pas de dentier ou de prothèse, ont en général très peu de fractures sur les radios et pas de marque particulière non plus. Ils ne portent pas de bijoux ou de pendentifs caractéristiques.
ce sont d'innocents enfants. Mais l'ironie du sort veut qu'on ait rapidement pu établir la liste des enfants décédés. Tout le monde se connaissait. Les moniteurs avaient des listes à jour d'enfants partants. On sait, malheureusement, qui manque à l'appel, au petit jour naissant, dont la chapelle ardente dressée en mairie de Beaune. À Crépy-en-Valois, dans l'Oise, les familles seront avisées à partir de 6 heures du matin par le maire de la commune et son adjointe, avisées en temps réel par les autorités. Ils auront la lourde et terrible tâche de lire la liste des victimes, citées par ordre alphabétique devant la mairie à 11 heures du matin. Des fois, dans ces cas-là surtout, on n'est pas trop de deux. Les obsèques des enfants et des adultes décédés dans cette catastrophe seront célébrées dans cette même commune le 3 août 1982. Pour marquer l'importance du drame, le président de la République, M. François Mitterrand, assiste à la cérémonie en compagnie du Premier ministre, M. Pierre Mauroy, et de nombreuses autorités. Le procès s'ouvre en 1985 devant le tribunal correctionnel de Dijon, en Côte d'Or. Il sera long et émaillé d'expertises techniques fort peu compréhensibles pour les nombreuses parties civiles, encore très chargées de douleur et désespérément en attente de réponses simples à leurs questions. Le verdict, lui, ne sera finalement rendu qu'au courant du mois de juin 1985. Le gérant de la société de transport savoyarde, contre lequel le parquet avait requis 2 ans d'emprisonnement ferme, n'est condamné au final qu'à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis et à une amende de 25 000 francs. Il paie là juste la négligence du système de freinage défectueux du second quart. Le conducteur du premier quart, circulant en tête, est condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 an de suspension de son permis de conduire et 2 300 francs d'amende. On ne parle même pas de la mauvaise organisation de ces trajets aller-retour, peut-être mal adaptés, insuffisamment préparés, peut-être lancés à la va-vite et en se disant « ça va le faire quand même ». Les tribunaux de Dijon, en Côte d'Or, et de Senlis, dans l'Oise, accorderont finalement une indemnisation de 12 millions de francs, soit 1,3 million d'euros aux parents des 44 petites victimes. La Cour d'appel de Dijon confirmera ces décisions de première instance dans un arrêt rendu le 7 mars 1986. La page judiciaire est définitivement tournée. Le procès a aussi mis en évidence la concomitance de plusieurs facteurs, soit déclencheurs, soit aggravants. La fine pluie de la nuit, la vitesse manifestement inadaptée aux conditions de circulation, l'insouciance des conducteurs, le non-respect flagrant des règles de conduite, l'infrastructure routière et la signalisation sans doute insuffisamment adaptée, elle aussi, aux différents trafics qui étaient déjà en augmentation exponentielle d'année en année, ont provoqué un drame. Et il a été terrible. Plus tard, un mémorial du souvenir a été dressé au bord de l'autoroute A6, sur l'aire de repos de Quernay, presque à l'endroit des lieux de la catastrophe. À Crépy-en-Valois aussi, des stèles seront bâties au cimetière, notamment là où ont été enterrés les corps non identifiés des enfants. Chaque année, à titre de souvenir et de mémoire, les parents, frères et sœurs se recueillent sur ces différents lieux. Sur les lieux mêmes de la catastrophe, la solution envisagée sera radicale. En quelques années seulement, le petit centre autoroutier de Beaune, jusqu'à-là insignifiant, deviendra l'Élysée de l'autoroute A6, le centre de commandement, la cellule nerveuse, le cerveau de cette et de ces autres autoroutes qui vont se greffer à elle au fil des années. Il faut une catastrophe pour que le monde bouge.
La Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône paiera ici le prix du nœud autoroutier le plus complexe et le plus élaboré d'Europe en ces temps-là. Car l'idée obsessionnelle qui hante tous les architectes et ingénieurs est la suivante: plus jamais ça. Alors on a tout revu dans le détail et tout réaménagé, très vite, comme pour effacer à jamais les traces d'un mauvais souvenir, d'un raté, à grands frais même. Beaune est ainsi devenue, de fait, une ville européenne bien avant l'heure, car, au pied de l'archéodrome et des huttes, vestiges d'un Alésia qui n'est guère loin, peu glorieux pour nous Gaulois, même si on s'y est quand même bien battu, les camions de l'Europe entière sont stationnés jour et nuit, côte à côte et par paquets de 2000 sur l'une des plus grandes aires d'autoroute multiservices d'Europe. Enfin, après de longs palabres ministériels, les autocars de tourisme ont été équipés de chronotachygraphes à disque. Et c'était une révolution à l'époque. Et limité à 100 km/h, ce qui, même aujourd'hui, est encore beaucoup. On a même instauré des interdictions de circulation, limitées, il est vrai, à quelques rares jours de l'année seulement, au pays de la liberté absolue. Certains conducteurs auront, malgré eux, des propos acerbes à ce sujet. On a aussi remanié la carte et l'implantation des unités de gendarmerie qui gèrent les autoroutes, plus proches des lieux accidentogènes. Car ici, l'autoroute du Sud draine chaque année plus les Parisiens, les Picards et les Ch'timis, mais aussi tous ceux venus des pays situés plus haut, tout là-haut comme les Britanniques et les Irlandais. Et l'histoire montrera que cela a continué. Beaune a bien été l'accident autoroutier le plus grave survenu en France. Il a d'autant marqué les esprits que ce sont des enfants qui en ont été les victimes innocentes. C'est la fin de cette tragique affaire. J'espère que ces petits anges reposent en paix. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.